La Gemara raconte que lorsque Yaakov a rencontré Rachel, il lui a dit qu'il était le frère de son père. Mais c'est pas vrai qu'il était le frère de son père. Qu'est-ce qu'il était, Yaakov, par rapport à Rachel? Hein? Le cousin. Il était quoi? Le frère le fils de la mère. D'accord? Le fils de Rivka, qui est la sœur de Lavan. Alors pourquoi on l'appelle le frère? Alors la Gemara reconstitue les choses et dit qu'en vérité, quand Yaakov a vu Rachel, il a vu que c'était ça son mazal, et il lui a dit: tu es prêt à ce que je t'épouse? Elle a dit oui, mais il y a un problème, c'est que mon père, c'est un grand trompeur. Et c'est là-dessus que Yaakov lui dit: Achivani baramayuta, je suis son frère dans la tromperie. Il tombera sur quelqu'un qui saura bien se défendre contre lui. Rachel lui dit alors: Ve Chimutar le tzadik les gouillés baramayuta, est-ce qu'il est permis à un tzadik de tromper? Tu me dis tu vas le tromper, mais est-ce qu'un tzadik a le droit de le tromper, a le droit d'user de tromperie? Il lui a dit oui, comme c'est marqué, imlavar titavar veimikesh t'appelle, si jamais tu tombes sur un homme droit, il faut se comporter avec rectitude, avec droiture. Et si tu tombes sur un tordu, tu as le droit d'être tortueux. Et c'est à la suite de cela donc que Yaakov va donner les simanim à Rachel. J'étais étonné de la réflexion de Rachel. V'chi mutar le tzadik l'isgouye baramiyuta, et c'était permis à un tzadik de tricher? Quoi? Est-ce qu'elle est naïve à ce point? Est-ce qu'elle croit vraiment qu'il faut se laisser faire et qu'on n'a pas le droit de se défendre? C'est une attitude très puérile, c'est idéaliste. Ouais, faut pas tricher. Quoi, tu crois vraiment? Ou bien, peut-être tu vas dire non, c'est pas qu'elle est tellement naïve, mais elle répugne tellement à utiliser la triche et la tromperie qu'elle s'étonne, quoi. Est-ce qu'on a le droit vraiment? Comme si c'était, je dirais, une yeke. Ça veut dire des gens qui sont connus dans le peuple juif comme étant des gens qui sont très droits. Mais il ne faut pas que ça devienne une maladie. La droiture, ça ne doit pas être une maladie. La Mishnah, elle raconte à la fin de Péa, c'est une Masechet, c'est un traité de Mishnah, qu'un homme n'a pas le droit d'accepter la tzedaka s'il n'est pas en dessous d'un certain seuil. S'il n'est pas pauvre, s'il n'a pas un minimum vital, il n'a pas le droit à la tzedaka. Et il continue en disant, si jamais, lui il a tellement confiance dans Akadosh Baruch Hu qu'il ne veut pas accepter la tzedaka, il ne veut pas, et qu'il fait des efforts pour ne pas accepter la tzedaka, Eno met mina olam ad, je ne sais plus exactement les mots, chez Izon anim, jusqu'à son tour, il pourra lui nourrir les pauvres. S'il répugne tellement à toucher la tzedaka, ben tu sais, il aura une bracha finalement, et qu'il aura les moyens lui d'aider les nécessiteux. Et le commentaire, le Barthénora sur place, il dit attention. Si quelqu'un il se fait
tellement de mal pour ne pas accepter la tzedaka. Il est prêt à mourir de faim plutôt que d'accepter de la tzedaka. Assour le rachem alav. Il est interdit d'avoir pitié de cet homme. Al atzmo lo chas kol sheken al acherim. Si de lui-même, par rapport à lui-même, il n'a pas pitié, tu penses bien qu'il n'aura pas pitié des autres. C'est-à-dire que si chez lui, c'est tellement une question de principe, on n'a pas le droit à la tzedaka. Mon kavod, c'est que ne pas avoir droit à la tzedaka, ne pas utiliser la tzedaka, au point de mourir pour ça, d'être prêt à mourir de faim, c'est une personne cruelle qu'on a en face de nous. C'est quelqu'un qui met ses principes au-dessus de tout. On n'a pas le droit de mettre les principes au-dessus de tout. D'accord, qu'il fasse des efforts pour ne pas recevoir la tzedaka, qu'il fasse plus que son devoir, ça, très bien. Mais se faire mourir de faim pour ne pas accepter la tzedaka quand on a des principes qui sont tellement durs que ça, les principes ils sont plus importants que tout. J'ai un principe et je vais mourir de faim mais je ne reçois pas la tzedaka. Ça c'est un homme qui est cruel. Il ne faut pas mettre ses principes comme ça au-dessus de tout. On fait des efforts, on peut faire beaucoup d'efforts et c'est très méritoire. Mais de dire non, je vais mourir, mais je n'accepterai pas de tzedaka, chez lui, c'est plus une confiance en Hachem, c'est un refus, c'est quelqu'un qui est bloqué sur des idées et qui est prêt à faire mourir le monde entier, et lui en premier, pour les autres peut-être en premier, au lieu d'accepter des compromis. Donc c'est difficile de dire que Rachel, elle est tellement bloquée là-dessus, il est impossible dans aucune circonstance de tricher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, d'ailleurs, quand vous regardez la suite de l'histoire, Rachel, quand elle est partie, Vatignov et Tatrafim, elle a volé les idoles de Lavan. Oh tiens donc, je croyais qu'elle était tellement droite, elle est tellement contre la triche que jamais va... Eh bien, elle a volé. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand Lavan a reproché à Yaakov de lui avoir pris ses Trafim, Yaakov ne savait pas du tout que quelqu'un de chez lui les avait volés. Il n'était pas au courant pour Rachel. Elle a dit que celui qui a les Trafim, qu'il meurt. Et Lavan, il a commencé à fouiller. Il est rentré dans la tente de Yaakov. Avec qui est-ce qu'il vivait, Yaakov? Avec quelle femme il vivait? Léa. Avec Rachel. Non, c'est Rachel, sa femme. Avec elle, il passait la majorité de son temps. Quand il devait s'occuper de Léa ou de Bila Zilpa, il s'en occupait. Mais sinon, en temps normal, il était chez Rachel. Donc, quand Lavan est allé fouiller chez Yaakov, il va aussi fouiller dans les affaires de Rachel. Il n'a rien trouvé. Et puis ensuite, il est allé dans la tente de Léa. Il a fouillé, il n'a rien trouvé. Et avant de fouiller chez les servantes, parce qu'il ne croyait quand même pas que c'est les servantes qui vont le voler, il a fouillé après. Mais il est allé dans la tente personnelle de Rachel. Et il a fouillé. Quoi, il a fouillé 2 fois dans les affaires de Rachel. Il dit oui, mais Mashmashiti, c'est une fouineuse. Elle cherche, elle regarde les affaires et tout ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle qui est volée. Elle est mashmashite, elle fouine, elle recherche, elle touche, elle tripote, elle regarde, elle est curieuse. Oh ben dis donc, ça ne donne pas une image de quelqu'un qui a des principes tellement bien accrochés que, ouais, elle a volé les Trafim, elle a planqué les Trafim et tout. Et d'ailleurs après, où est-ce qu'elle les avait? Vous vous souvenez où est-ce qu'elle les a mis, les Trafim? Dans les sacs de son chameau. Et elle a prétendu qu'elle avait une indisposition féminine et qu'elle ne pouvait pas, qu'elle était nida et alors le père s'est désintéressé d'elle. Et il n'a pas fouillé parce que à l'époque il était très sensible à une femme nida. Elle était nida, ça veut dire écartée. Il était complètement écarté. Il n'avait pas de relation avec elle. Oui, bien. Alors le problème il est, mais alors qu'est-ce qui se passe chez Rachel?
Est-ce qu'elle est d'une telle naïveté? C'est quand même étonnant d'une des Imaot, n'est-ce pas? Quels sont des principes? Bon, mais les principes, ils ont des limites. Et de toute façon, dans la vie de Rachel, on a vu que si besoin en était, elle va lui voler les traphim, et c'est très bien. Elle sait très bien où sont les traphim. Elle sait les planquer, les cacher pour qu'il ne les trouve pas. Elle n'était pas tellement propre 100%, 100%, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est étonnée quand Yaakov lui a dit « Ah ben si c'est un trompeur, eh ben, il saura à qui parler, il tombera sur un autre trompeur. Arrive Ani Beramaout, je suis son frère pour tricher, eh ben il tombera sur son frère. » Pourquoi il s'étonne tellement alors? N'est-ce pas? Alors, il y a une Gemara qui dit dans deux endroits différents, dans Megillah, Vav Amoudbet, ou dans Brachot, Zayin Amoudbet, on pose le problème suivant. Rabbi Yitzhak dit Asur l'Igarot Beracha Sheacha Mesacheket Lo. Il est interdit de concurrencer, de se mesurer à un rachat en pleine gloire. Quand le rachat il est en pleine réussite, il est interdit de se mesurer à lui. Et Rabbi Yitzhak apporte des versets. Et à ce moment-là, il soufflera sur ses ennemis, les balayera, personne ne pourra contre lui. Il est plus fort que la justice, même la justice ne pourra pas avoir. Il est tellement fort quand il réussit, c'est tellement son moment de gloire qu'on ne peut rien contre lui. On ne peut rien contre lui. À cela, la Gemara oppose une opinion de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Moutar, l'Idgarot, Beracha, Sheacha Mesacheket Lo. Il est permis de s'attaquer à un rachat même quand il est en pleine réussite. Donc il y a une contradiction. Rabbi Yitzhak il dit on n'a pas le droit, on peut rien, on est impuissant. Et Rabbi Yochanan il dit on a le droit. La Gemara, pour résoudre cela, donne trois réponses. Une première réponse, Kan bemile d'idée, Kan bemile d'Ishmaya. La réussite insolente d'un rachat, c'est dans ses affaires personnelles, dans le commerce, dans ce qu'il concerne personnellement. On n'a pas le droit de s'attaquer à lui et on tombera sur un os, quoi. On ne réussira rien du tout et il réussira même illégalement et tout, et même la justice, elle ne peut rien contre lui. Mais quand c'est Milé de Shmaya, les affaires du ciel, dans les affaires du ciel, tu as le droit. Parce que les affaires du ciel, c'est comme si on est protégé par le fait qu'on s'occupe de la Torah. D'accord? Bien. Deuxième réponse. Quand est-ce qu'on a le droit et quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Ou qui a le droit, qui n'a pas le droit? Tzadik Gamour Shahane. Quand c'est un tzadik irréprochable, lui, il triomphera du rachat. Mais si on est seulement tzadik, mais pas irréprochable, le rachat, il aura raison du tzadik. Mais contre un tzadik Gamour, un tzadik parfait, le tzadik parfait peut s'attaquer à un rachat et il peut en triompher. Il peut le vaincre. Troisième réponse. Rachat, she'asha mesacheket lo sha'ane. Un rachat en pleine réussite, ça c'est différent. Effectivement, on ne peut rien contre lui. Même un tzadik gamour. Ouais. Il y a une autre Gemara qui présente un petit peu différemment les choses. Elle dit, première réponse, quand est-ce qu'il est interdit de s'attaquer à lui? C'est quand ses affaires personnelles et dans les affaires du ciel, on peut s'attaquer. Deuxième réponse, c'est la Gemara dans Brachot, et dit, un tzadik, un rachat gamour, on ne peut rien contre lui.
Et troisième réponse, si c'est un tzaddik gamour, il peut. Vous voyez, on a inversé dans les deux gemarotes, on inverse les réponses. Mais au résultat, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Vous voyez, il y en a qui disent on ne peut rien. Un tzaddik gamour, il peut. On est un peu désemparé, n'est-ce pas? Parce que, alors quoi, finalement? On peut ou on ne peut pas? Il y a un texte qui dit, bon, que dans un tzaddik gamour, il peut. L'autre, il dit, un rachat, que l'heure lui sourit, qu'il est en pleine réussite, tu ne peux rien contre lui. Ouais. Ce texte est un texte, je crois, très extraordinaire. Pourquoi? Il est en train de nous décrire l'emprise que le mal il peut avoir dans le monde. Hachem, il laisse une liberté à l'homme de choisir le bien ou le mal s'il veut. Mais si, quand quelqu'un fait du mal, il perd comme ça, et il est impuissant, alors les gens finiront vite par comprendre que où est la vérité, on a le choix, il ne faut pas être un rachat parce que de toute façon on se fait toujours avoir. Alors pour laisser la liberté à l'homme, une vraie liberté, il faut qu'un rachat en pleine réussite, il faut qu'il ait une réussite qui défie l'imagination, qui peut être contre la justice, il se débarrasse de ses ennemis, il faut lui donner un pouvoir extraordinaire. Parce que sinon, on n'est pas libre, sinon on verra bien que être un tzaddik, ça gagne à tous les coups. Ouais, bien. Alors, mais on reste quand même avec ce malaise, si vous voulez. Un texte, il dit, alors tu peux rien, et l'autre il dit, mais si tu es tzaddik gamour, tu peux oui. Alors, oui ou non? Oui ou non? J'ai pensé qu'en vérité, il y a deux genres de personnes ou deux genres de situations. Il y a des personnes qui ont tellement une préoccupation du bien, une telle préoccupation du bien que eux, ils réussiront. Mais c'est un style de personne, vous voyez? C'est des gens qui ne sont pas, absolument pas prêts de faire des compromis, eh bien Hachem les aidera. Et ceux qui acceptent, qui sont réalistes, et qui comprennent que dans le monde, il y a des situations dans lesquelles il faut faire de la politique, il faut utiliser la ruse, oui, eh bien ceux-là, eh bien, ils savent baisser la tête quand il faut. Ils disent, eh ben, on ne peut pas faire autrement, il y a des moments où le rachat, il réussira quoi qu'on fasse et il faut courber la tête. Et je pense que Rachel, quand elle est en train de dire, mais un tzaddik, est-ce qu'il a le droit de ruser? Elle pense, elle, que on ne peut pas se lancer là-dedans, il faut être tzaddik gamour. Et si on a bien dans l'esprit qu'on est un tzaddik gamour et qu'on n'a pas le choix d'être un tzaddik gamour, finalement, Akadosh Baruch Hu nous aidera. Et il y en a qui pensent, non, il faut savoir, dans certaines situations, il faut savoir faire des compromis, il faut savoir ruser, on n'a pas le choix. Il faut se débrouiller dans le monde parce que la vie soit réaliste un peu. Hein. Il ne faut pas vivre avec des idéaux comme ça tellement élevés parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et il faut être prudent et on ne peut pas, il faut essayer. Voilà. Et ce serait ça le dialogue qu'il y a entre Rachel et Yaakov. Yaakov, lui, pense que oui, on a le droit d'employer la ruse. D'ailleurs, les versets, ils te le permettent. Il dit, voilà, si un type tordu, il est tordu. Ouais. Et Yaakov, il est réaliste. Donc lui, il dit, bon, je tombe sur un rusé, mais je vais être rusé. On a le droit. Et Rachel, elle dit, non, on n'a pas le droit. C'est pas qu'elle est naïve. Elle n'est pas du tout naïve. Elle est très mûre. Elle est très réfléchie, mais c'est une attitude qu'elle a. On s'attaque au mal. On n'a pas le droit de faire des compromis avec le mal. On n'a pas le droit. Donc ça veut dire que, regardez, les tribus, par exemple, elles se sont toutes prosternées devant Esav, à une exception près. Qui ne sait pas, hein? Yosef. Non. Ah, Binyamin.
Binyamin, pourquoi Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav? Parce qu'il n'était pas encore né. Mais tous les frères qui étaient là, et Yaakov en premier, ils sont prosternés devant Esav. Ouais. Mais Binyamin, non. Et d'ailleurs, curieusement, c'est marqué par rapport à Haman. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Mordechai? Mordechai vient de quelle tribu? De Binyamin. Ishemini. Qu'est-ce qu'il a fait? Lo yira velo yishtachave. Il ne se prosternerait pas, il ne se baissera pas, il ne s'agenouillera pas, il ne se prosternera pas. Le Kanveloza, il n'a pas bougé, il ne s'est pas levé, il n'a pas bougé devant Haman. Ouais? Ça veut dire que lui, il est pour la provocation. Pourtant, Haman, c'est vraiment l'exemple d'un rachat, c'est quelqu'un qui a plein de réussite, il a les pleins pouvoirs, il a un pouvoir de vie et de mort, il est terrible, Haman, il a tous les pouvoirs. Eh bien, Binyamin, lo ira velo yishtachave, il se baissera pas. On le dit au futur, c'est pas maintenant, c'est pas une fois. Il ne se baissera pas, il bougera pas. Vous comprenez? Il a mis tout le monde en danger avec ça, Binyamin. Mordechai. Il a mis tout le monde en danger. Mais lui, il dit, on ne se prosterne pas devant le mal. C'est aussi marqué que Yosef aussi, c'est quelqu'un du même genre. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est marqué Ashrea Gever, Asher Sam Hashem Iftacho, Velo Pana El Aravim. Heureux l'homme qui a vraiment confiance en Hachem et qui ne se tourne pas vers les illusions. Qui c'est? C'est Yosef. Parce que Yosef, il était constamment attaché à Hachem. Et si une fois il n'a pas été, il a dérogé, il a fait une exception, c'est quand? Quand est-ce que Yosef, il est rentré un peu dans la politique? Quand ça? Quand est-ce que Yosef... Parlez-moi fort. Non, pas du tout. Parle fort. Non. C'est quand il a demandé au chef des échansons, il dit, quand tu arriveras au pouvoir, quand tu arriveras... C'est après ça, c'est après ce que tu dis, Shan. Après qu'il est arrivé, quand il a expliqué les rêves, il savait que le chef des échansons va sortir de prison. Il a dit, si simplement, il s'est pas mis à genoux devant lui, mais quand même, il lui a suggéré, tu sais, tu parles de moi, je sors de prison. Et avec ça, il a misé sur un mauvais cheval, sur un rachat. Le chef des échansons, comme on voit, il est sorti de prison, et puis, plus de reconnaissance, plus rien. Oui. Et Yosef a été puni. Comment il a été puni? 2 ans de prison, parce qu'il a fait 2 réflexions comme ça. Si tu me parles, si rien que tu me mentionnes, je sors de prison. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisque dès qu'il parlera de lui, quelques années plus tard, il va sortir de prison, n'est-ce pas? Mais il n'a pas le droit, parce que lui-même, c'est un homme, Asher Sam Hashem Iftacho, il place la confiance en Hashem au-dessus de tout. Il n'a pas confiance dans. Et si Yosef, une fois, il a fait une exception, il a été très très puni là-dessus. 2 ans de prison. D'accord? Donc c'est vraiment un homme qui ne bouge pas. Et c'est ça ce que ça veut dire aussi quand on dit que Potiphar a vu qu'Hachem était avec lui. Pourquoi? Comment est-ce qu'il a vu qu'Hachem était avec lui? Parlez fort. Comment est-ce que Yosef a vu qu'Hachem... Comment est-ce que Potiphar a vu que Hachem était avec Yosef? Peut-être par sa réussite extraordinaire. Ouais. Mais Shaya Shem Shamaim Shagur Alpiv. Il disait toujours, il parlait toujours d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Vous voyez, c'est pas parce qu'il dit tout le Baruch Hashem, Bezrat Hashem, c'est pas des formules creuses chez lui. Lui, chaque fois, il sentait que c'est Bezrat Hashem. Vous voyez, il ne le disait pas dans la conversation. Siatadi Shmaya, avec l'aide du ciel. Il disait pas. Lui, il vivait ça constamment. Constamment, il était là en train de dire. Constamment, il est en train de dire
Bezrat Hashem. D'ailleurs, on le voit très bien quand les frères sont tombés aux mains de Yosef. Yosef dit, c'est pas vous, c'est Hachem. Hachem vous a envoyé devant. Yosef, il avait une lecture du côté d'Hachem des choses. Il dit, c'est Hachem qui a fait toute cette histoire-là. Même si vous vouliez me vendre, c'est pas à cause de vous que ça a marché. Vous n'avez été que les instruments du ciel, parce que c'est Hachem qui a voulu préparer le terrain et qui m'a donné ce poste pour me soucier de vous. N'est-ce pas? Donc Yosef, il voit toujours les choses du côté d'Hachem. Il est Yosef Hatzadik, ou Tzadik, il a toujours été le même. Quand il était petit berger, quand il était vice-roi d'Égypte, il était aussi simple, il était aussi direct, il était aussi proche d'abord, il était aussi vrai. Ça lui est pas d'une seconde monté à l'esprit qu'il était le vice-roi d'Égypte et qu'il avait le pouvoir. Ras de Shalom. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand il était berger ou quand il est vice-roi d'Égypte, c'est tout Hachem qui utilise les capacités de chacun pour faire avancer les choses. N'est-ce pas? Donc Yosef, il est comme ça, et Binyamin. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, Yosef et Binyamin? Voilà. Ce sont les enfants de Rachel. Mais on comprend qu'ils ont hérité de Rachel, qu'on n'a pas le droit de tricher. On verra après pourquoi les traphim, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de tricher. On n'a pas le droit. Et c'est ça ce qu'elle dit à Rachel. C'est pas qu'elle croit que les choses vont par magie toujours se résoudre, que tout est facile, que c'est facile, il suffit de croire en Hachem. C'est qu'elle vivait tellement fortement sa relation avec Hachem qu'elle ne peut pas admettre qu'on fasse des compromis là-dedans. Vous comprenez? Bien. Et ses enfants, Yosef et Binyamin, ils sont caractérisés par cela, par le fait d'être des gens très 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 forts. Ils ne bougent pas d'Hachem. D'accord? Vous me direz peut-être Yosef, il s'est aussi prosterné devant Esav. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait jamais. Mais ça veut dire que la vision, c'est Hachem qui fait les choses. On n'est pas en train de faire la guerre. Il y a, je continue, il y a des textes qui se demandent pourquoi est-ce que le Misbéach, il était complètement dans la tribu de Binyamin. Vous savez ça? Que le Misbéach était dans la tribu de Binyamin complètement. Il y a un petit morceau du Misbéach qui n'est pas du côté de Binyamin, ben là il n'y avait pas de Misbéach. Il y aurait dû avoir un Yesod, une base du Misbéach qui soit complètement, que le Misbéach soit enterré d'une base, mais il y avait deux côtés sur lesquels c'était le territoire de Juda, et bien là-bas il n'y avait pas de Misbéach. Et la Gemara se demande qu'est-ce qu'il a fait Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait Binyamin pour que la Shrina Shora Bechelko, Hachem, il est dans le territoire de Binyamin. Oui. Et dans les différents textes, il y a trois réponses principales. Il y a un texte dans le Midrash Tanchuma, à la fin de Miketz, qui décrit le moment où Yosef a envoyé des hommes d'armes pour vérifier les sacs des frères parce qu'il les a accusés d'avoir volé le Gevia. Qu'est-ce que c'est le Gevia? C'est la coupe de vin qu'utilisait Yosef, soi-disant pour prédire l'avenir. Hein? Il tapait sur le Gevia, il disait, dis-moi, comment ils s'appellent les gens qui sont devant nous? Et bien que les frères, ils étaient à un âge très très similaire les uns aux autres, ils sont nés, je crois, en 6 ou 7 ans, tous les frères sont nés, ils se ressemblaient, tout ça. Il dit, ah ben toi tu es l'aîné. Ah tiens, comment d'où est-ce qu'il sait ça? Il dit à Rouven. Il dit à Shimon, toi tu es le deuxième. D'où est-ce qu'il sait tout ça? Et il leur a décrit des choses de leur maison et tout ça, que eux, le Gevia, il lui a dit ça, soi-disant, lui il le savait, puis c'était Yosef. Mais c'était, soi-disant, il avait une divination, il savait
trouvé les choses grâce au Gevia. Ouais. Quand les frères ont amené Binyamin et qu'ils sont repartis, il avait dit qu'il fallait cacher la coupe dans le sac de Binyamin. Les militaires sont arrivés, ils ont fait descendre les 12 frères de cheval, ou de l'âne, et ils ont commencé à fouiller les affaires. Ils ont commencé par le plus grand parce qu'ils savaient où ça allait se trouver, hein, pour que ça a l'air comme ça le hasard. Et ils ont trouvé le Gevia, la coupe, ils l'ont trouvé dans le sac de Binyamin. À ce moment-là, les frères se sont mis à tabasser, à rosser Binyamin, en lui disant quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Voleur, fils de voleuse. Comment? Voleur, fils de voleuse. Très juste. Ganava ben Genafta. T'es un voleur et tu es fils de voleuse. Toi maintenant tu as volé la coupe et ta mère déjà elle avait volé les trafim. Hein, cette famille ce truc-là. Oui. Et à cause des coups qu'il a reçus, Zacha a obtenu que le misbeh, que la présence divine est du côté de Binyamin. Ben ketefav shachen, Hachem y réside entre ses épaules, à cause des coups qu'il a reçus sur les épaules parce qu'ils l'ont frappé sur le dos, ouais, à cause des coups qu'il a reçus, à cause de cela, le misbéach est entre ses épaules. Oui, à cause de ses épaules. Autre explication. Binyamin a quelque chose de spécial par rapport aux tribus. Quoi donc? Sur le lieu de naissance. Très bien. Binyamin, bien qu'il a été conçu chez Lavan, mais il est né en Eretz. C'est le seul des tribus, la seule tribu qui est née en Eretz. Tous les autres sont nés en Chutz Haaretz, chez Lavan. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash est chez lui. Tiens, on ne comprend pas très bien quelle est la relation. Hein? Bon, mais c'est comme ça que c'est dit. Troisième explication. Les frères ont tous participé à la vente de Yosef. Hachem a dit, le Misbéach est là pour qu'on prie Hachem pour avoir kapara, pour qu'Hachem il nous pardonne, pour qu'Hachem il soit Rahmani, il ait de la compassion, de la pitié pour nous. Et vous, vous n'avez pas eu pitié de Yosef. Vous n'avez pas eu pitié de Yosef. Et comme vous n'avez pas eu pitié de Yosef, comment est-ce qu'on peut construire le Misbéach où s'exprime le pardon d'Hachem chez des gens qui n'ont pas eu pitié? Vous comprenez? Je dirais que ça, je ne comprends pas très bien cela. Pourquoi? Parce que Binyamin, il n'a pas été dans la vente de Yosef. D'abord parce qu'il était trop jeune, il n'était pas là-bas. Qui dit que s'il avait été là, il l'aurait vendu? Mais je ne pense pas qu'il aurait vendu non plus, parce que c'était le frère. Alors, si Binyamin, il n'a pas pu, il n'a pas vendu Yosef, c'est parce que le test, il ne marchait pas sur lui. On ne sait pas comment il était Binyamin. On ne sait pas comment il était. On sait que les frères, on ne peut pas faire chez eux, parce qu'ils n'ont pas eu pitié. D'abord, peut-être, ils ont peut-être fait tchouva, ils pouvaient faire tchouva. Hein? Ils ont fait tchouva là-dessus, de l'avoir vendu, de ne pas avoir eu pitié. Alors, ça y est, on les a, une fois pour toutes, on les a rejetés parce qu'ils ont vendu Yosef. À ce moment-là, ils n'ont pas eu pitié. Peut-être par la suite, ils feront tchouva. Et Binyamin, c'est pas un test qui marche pour lui, ça n'aurait pas marché. Lui, c'est le frère, le vrai frère, et il n'était pas dans la vente, c'était parce qu'il n'était pas là, il n'a pas eu l'occasion de se prononcer. D'accord? Et c'est pour cela qu'Hachem a choisi
de faire la Shrina chez Binyamin. Donc, 3 réponses. Premièrement, pourquoi est-ce que la Shrina est chez Binyamin? Parce qu'il a reçu des coups des frères, et c'est à cause de ces coups qu'il a été vendu, que le Misbéach est chez lui. On ne voit pas très bien la relation. Deuxième réponse. Parce qu'il est né en Eretz. Pas toujours à Dina, super, mais j'aimerais entendre d'autres. Parce que lui, c'est le seul qui est né en Eretz. On ne voit pas ce que ça a à faire avec le Beth Amikdash. Et troisième explication, mesdemoiselles, pas à Dina. Pardon? Non, mais pourquoi? Mais pourquoi il a eu, lui, la Shrina chez lui, le Misbéach? Parce que les frères, ils sont accusés de ne pas avoir eu pitié. Alors que lui, en vérité, on ne sait pas ce qu'il aurait eu. Ah, je vais vous dire. Je vous ai dit que Rachel, elle était très, 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 très droite. Et elle ne voulait pas se plier. Comment ça se fait qu'elle a volé les traphim? Comment ça se fait? Parce qu'elle ne supportait pas que son père, il ait des trucs. Vous savez, les traphim, c'est comme si vous avez des numéros gagnants. C'est une espèce de façon de tricher avec la vie. C'est de trouver des moyens, des raccourcis pour prédire l'avenir, pour savoir des choses. Cette façon d'être, c'est totalement étranger à Rachel. Elle ne peut pas supporter que son père, que l'Irora, elle aime quand même, elle apprécie quand même son père avec tout ce qu'il a fait, mais elle ne peut pas supporter qu'on commence à s'attaquer aux réalités. Il faut affronter la vie. Il faut s'attaquer aux choses. Et c'est dans le fait de s'attaquer aux choses, c'est là-dessus qu'il faut prier pour avoir la Siyata Dishmaya. Mais essayer de tricher, de savoir des choses par des moyens détournés, Tamim tieh im Hashem Elokecha, sois entier avec Hashem. Ne commence pas à être plus malin. C'est ça, Rachel. Pourquoi il s'est attaqué au Traphim? Parce qu'en vérité, c'est contre Samida qu'il faut apprendre à avoir la relation avec Hachem, et c'est ça qui va nous résoudre les problèmes. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle a volé les Traphim. Et c'est pour cela que Yosef, il a placé le Gevia chez Binyamin, aussi parce que le Gevia, c'est quelque chose du même genre. Ça a l'air, Zahama, d'être quelque chose qui permet de prédire, de savoir. Alors, Binyamin, il est du même genre. Il ne peut pas, il ne l'a pas volé, n'est-ce pas? Il ne l'a pas volé. Mais on l'a accusé de cela parce qu'il aurait été capable de faire une chose pareille. Et c'est pour ça que les frères, pourquoi ils l'ont frappé? Parce qu'il dit, mais zut alors, tu ne fais pas des choses pareilles, pourquoi tu nous mets en danger avec ça? Déjà ta mère, regarde ce qu'elle a fait. Elle a volé, il fallait s'attaquer à Lavan, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu t'attaques à Lavan? Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais Rachel ne peut pas supporter que Lavan il commence à tricher avec la vie. Vous comprenez? Elle ne peut pas supporter ça, c'est sa mida à elle. Binyamin, c'est la même chose. Mais les frères, ils sont contre ça. Pourquoi? Parce que eux, ils sont réalistes. Ils disent, mais la vie, il faut savoir baisser la tête, il faut Adiavorzam, il y a des moments de danger, de colère d'Hachem, eh bien il faut baisser la tête, il faut attendre que ça passe, il faut savoir calculer, il faut être politique, il faut savoir se cacher. Mordechai, il aurait très bien pu se cacher et de ne pas venir devant Haman, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais devant lui pour ne pas me prosterner. Vous voyez? Les autres, ils calculent trop, on participe au repas de Haman, de Achashverosh, on participe à l'histoire, on veut être avec, vous comprenez, c'est des gens, on participe à l'histoire, il faut employer les moyens d'histoire. Lui, il peut pas. Il veut pas, il refuse une chose pareille. Il est allé provoquer Haman, aller devant lui pour lui tirer la langue.
Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de politique. Vous avez tort, vous tous, tout le peuple juif a tort par rapport à ça. On ne résout pas le problème de Haman et d'Achashverosh en faisant de la politique. Et les autres, ils ont été très fâchés parce qu'ils pensent, eh bien c'est comme ça. Avec Lavan, il faut baisser la tête. Avec Esav, il faut baisser la tête. Avec Haman, il faut savoir baisser la tête. Et lui, il est comme sa mère. Vous voyez? Bien. Et ça, vous voyez bien qu'on est en train de dire que les deux réponses que la Gemara a données, ils ne sont pas si contradictoires que ça. On nous dit, un tzaddik gamour, il a le droit de s'attaquer. Alors qui va se mettre du côté de tzaddik gamour? Qui a cette lecture-là? Nous. Rachel, Binyamin et Yosef. C'est des gens qui sont constamment rattachés au ciel. Ils pensent que pour résoudre nos problèmes sur terre, c'est avec la tfila et avec nos srouyot qu'on obtient la solution des problèmes. Tzadik gamour, shane, un tzadik gamour irréprochable, lui, il peut l'emporter. Ouais, c'est le côté de Rachel et de ses enfants. Ok? Et ceux qui disent Racha, Shacha, Mesacheket lo shane, c'est différent. Quand un rachat il est en pleine réussite, tu peux rien contre lui. Qui est-ce qui dit ça? Qui dit ça? Dans les tribus. Pardon? Parlez fort. Tout le monde. Et même Yaakov. Et même Yaakov, il a fait des courbettes, il a pas cessé de faire des courbettes devant Esav. Il n'a pas cessé. Et c'est lui, quand Hachem, bien qu'Hachem lui a dit, tu retourneras en paix chez toi, malgré tout, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Vaignov et lev lavan al bilti higidlo kivoreachu. Il ne voulait pas lui dire qu'il s'enfuyait. Il n'a pas affronté. Il a triché. Il n'a pas attaqué de front. Il s'est sauvé. Hachem lui avait pourtant dit. Oui, mais Yaakov pense qu'il faut savoir, il faut agir avec le monde, il faut réfléchir, il faut être réaliste, il faut prendre le monde comme il est. Les Rechaïm ont de vrais pouvoirs, et il faut s'attaquer à eux avec leurs moyens, ou se cacher, ou ne pas se rapprocher d'eux, etc., etc. Vous voyez? C'est Yaakov et ses enfants d'un côté, et Rachel et ses enfants de l'autre côté. Vous comprenez? Là-dessus, je vais vous rapporter. Ça va vous arriver à suivre? C'est pas trop dur? Hein? Il y a, à propos de Shmuel Hanavi, Hana, sa mère, a fait un vœu que si elle avait un enfant, ou Mora lo yale al rocho. Est-ce que vous savez traduire ça? Chirel? Oh, toi tu traduis un rasoir ne montera pas sur sa tête. De là on apprend que Shmuel il était Nazir. Très très bien. Vous faites Shmuel cette année? Ah, très bien. Cette lecture-là, qu'un rasoir ne sera pas sur sa tête, c'est l'opinion de Rabbi Nehurai. Ou Mora ça vient de Yaro, faire tomber. Quelque chose qui fait tomber les cheveux ne montera pas sur sa tête. Donc il se sera poussé les cheveux, c'est un nazir. D'accord? D'après Rabbi Nehurai. Et Rabbi aussi, qu'est-ce que lui il dit? Il y a une autre opinion, une autre traduction. Laquelle? Ou Mora lo ya'ale al rocho. Il n'y aura pas de maître au-dessus de lui. Marout, c'est être maître. La maîtrise, ouais. Il n'aura pas de maître au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il y a qu'Akadosh Baruch Hu et personne en dessous. Pas un homme n'aura de pouvoir sur lui. Et il y en a qui traduisent que Mora, bien que ça s'écrit avec un hé, c'est comme Mora, la peur. Yaré, il aurait peur. Il n'aura peur de personne. Or, il y a quelque chose de contradictoire avec ça, dans l'histoire de Shmuel. Quoi donc? Il a eu un maître, Élie. Comment? Son maître, c'était Élie, à Cohen. Non, c'est pas, il ne s'agit pas qu'on n'a pas étudié chez des maîtres.
Mais ça veut dire que le pouvoir, c'est pas quelqu'un qui s'interpose entre Hachem et toi. C'est ça ce qu'on veut dire. Pas qu'il va pas étudier. Il aura un maître pour étudier, il aura un rave. Mais Mora, il n'aura pas. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de contradictoire avec ça? Ça vous dit rien? Quand Hachem a dit à Shmuel, va être Mosher, va oindre David comme roi, qu'est-ce qu'il a dit? Veshama Shaoul v'yargeni. Eh bien, Shaoul, il risque de l'entendre et de me tuer. Shaoul, qui était roi à l'époque, si jamais il entend que je suis allé nommer roi David, si jamais il entend, il va me tuer. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Eh bien, tu sais, tu vas aller chez Yishai, le père de David, en disant, en prétextant que tu apportes un korban, et comme si tu allais pour le korban dans la famille d'Yishai. Yishai était un très 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 grand homme de l'époque, ouais, le plus grand, il y avait 600 000 hommes qui l'accompagnaient quand il sortait, tellement c'était un des 4 qui n'a jamais fauté. Yishai, c'était un homme immense, 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 ouais. Tu iras chez lui, on comprendra que tu apportes un korban, et toi, quand tu seras là-bas pour le korban, qui expliquera pour quelle raison tu es là-bas, tu en profiteras pour nommer le roi que je te dirai. D'accord? Bon. Alors on voit que bien que c'est marqué, il n'y aura personne au-dessus de toi, on voit qu'il avait peur de Shaoul. D'accord? Donc on peut expliquer la discussion, qu'est-ce que ça veut dire que la Mora ne sera pas sur sa tête, on peut expliquer de deux façons. Si on l'explique comme Rabbi Yossi, on va dire, c'est pas parce qu'on a personne au-dessus de sa tête qu'il faut se lancer, qu'il faut se suicider. Il faut prendre ses précautions, il faut savoir ruser, il faut trouver des stratagèmes, n'est-ce pas? Alors tu iras avec le prétexte du korban et tu en profiteras, donc personne, Shaoul ne s'étonnera pas que tu sois parti chez Yishai pour apporter un korban là-bas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, on avait le droit d'avoir des hauts lieux individuels, des bamotes, on avait le droit, donc il ne s'étonnera pas. Et alors en douce, tu vas nommer David roi. Ok? Bien. Alors, bien que c'est marqué, il n'y aura personne au-dessus de toi. Donc on peut avoir la crainte du ciel, mais il faut quand même savoir faire attention. Il faut être réaliste. Vous comprenez? Il faut employer la ruse avec les rusés. Il faut employer des moyens, des stratagèmes contre Shaoul. Ça ne veut pas dire qu'on a quelqu'un au-dessus de nous. Mais avoir Hachem au-dessus de nous, ça peut marcher avec le fait d'admettre les réalités de ce monde. Vous comprenez? Mais Rabbi Nehorai, lui dit non, c'est pas ça. On parle qu'il est nazir. Pourquoi? Parce que Rabbi Nehorai, lui, il pensait que, je pense que c'est comme ça que j'explique la discussion, lui, il pensait, on ne peut pas dire qu'on n'a personne au-dessus de nous si on commence à faire de la flatterie ou des stratagèmes ou de la politique. Donc Rabbi Nehorai, il dit non, ça ne peut pas vouloir dire qu'on n'aura personne au-dessus si après il faut se débrouiller comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas Hachem au-dessus de lui. Avoir Hachem au-dessus de soi, c'est qu'on ne peut pas faire des compromis. D'accord? Donc Rabbi Nehorai, il va dire Moral y aller en chaud, on lui coupera pas les cheveux, il est nazir. Il traduit autrement. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en vérité, on peut discuter. Il y a les deux attitudes qui sont possibles. Rabbi Nehorai dit, quand on a dit qu'il n'y a personne au-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de faire de la politique. S'il fait de la politique, c'est pas ça ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Et Rabbi aussi, lui, il va dire, eh bien, on peut très bien dire qu'il n'aura personne au-dessus de lui, mais il est réaliste, et il fait de la politique, et il emploie les moyens qu'il faut. Vous voyez de nouveau cette discussion chez les Chachamim. N'est-ce pas? Ah, je voudrais dire comme ça, que ça c'est la première réponse. Pourquoi est-ce que, à cause des coups qu'il a reçus, il aura le Beth Amikdash chez lui,
On ne voit pas très bien la relation d'ici. Parce que le Beit Hamikdash, ce n'est pas un endroit de politique, c'est un endroit au-dessus. C'est un endroit kadosh, c'est un endroit qui est au-dessus de la réalité du monde. Donc, le Beit Hamikdash, il peut être que chez quelqu'un qui met cette puissance d'Akadosh Baruch Hu, cette présence d'Akadosh Baruch Hu, Shochen alav kolayom, il dit Rav Moshe Shapira, Shochen alav kolayom, Hachem, il est sur lui toute la journée, constamment. Il a constamment, comme chez Yosef, il y a Shem Shamaim, Shagur Befi, constamment il place Hachem au-dessus de lui. Il interprète tout du côté d'Hachem. Oui, il refuse toute compromission, tout compromis, toute politique. Oui. Alors ça, c'est la raison pour laquelle le Beit Hamikdash, il peut se trouver que chez Binyamin. Deuxième raison, de dire qu'il est né en Eretz, c'est pas magique. Ça veut dire que je pense que même Yaakov lui-même, Yaakov a deux noms. Quels sont les noms de Yaakov? Pardon? Yaakov et Israël. Quand il était en Chutz Laaretz, il était dans le monde qui a été accordé aux nations. Alors Yaakov faisait de la politique. Alors Yaakov, il avait un certain des compromis et des choses de ce genre-là, parce qu'il dit, le monde, il a été donné aux nations, et quand on est dans le monde des nations, quand il est en Galoute, quand il est chez Lavan, alors dans ce monde-là, on est obligé d'avoir des compromis. Vous voyez? Ne me demandez pas pourquoi il s'est prosterné après dans Esav quand il était en Eretz. Mais ça veut dire, il ne s'appelait pas encore Israël à ce moment-là. Quand il s'est appelé Israël, sa vraie dimension, la vraie dimension, c'est une dimension qui est le Shem Shamaim, de savoir bien que c'est Hachem qui dirige les choses et personne d'autre. Le reste, c'est le Vushim, ça veut dire c'est l'habillement des choses, comme ça apparaît, on a l'impression qu'il y a des lois dans le monde qui s'interposent entre nous et Hachem, mais la dimension d'Eretz, Binyamin avait cette dimension d'Eretz, d'être né en Eretz, et de faire les choses directement, reliées à Hachem. Oui. Et la troisième explication, parce que lui, il n'a pas eu pitié, parce qu'en vérité, Hachem lui-même, le nom Yud Kevavke, qu'est-ce que c'est comme Mida? C'est la Rahmanout. Quand on arrive au niveau d'Hachem, Hachem, il est Merachem. Comme on a déjà dit, même quand Hachem il sanctionne, c'est toujours de la pitié. Même quand Hachem il frappe un homme, même quand Hachem il punit, il aime, c'est toujours par amour pour l'homme. Ça, c'est le niveau Yud Kevavke. Dans la réalité, on ne voit pas toujours ça. Oui? Mais dans la vérité vraie des choses, Yud Kevavke, le nom d'Hachem, c'est Kulo Rachmanim. Il n'y a que de la miséricorde, que de la pitié. Donc, les gens qui n'ont pas, à un certain moment, je ne sais pas qu'ils n'ont pas fait tchouva, ils ont peut-être fait tchouva de ce qu'ils ont fait à Yosef. Mais même s'ils ont fait tchouva, ça veut dire qu'ils fonctionnaient autrement. Yosef, on s'est débarrassé de Yosef parce qu'il était trop dangereux pour nous, etc. Tous les calculs qu'on peut faire, ils ont fait des calculs là-dedans parce qu'ils pensaient que c'était nécessaire. Maintenant, ils vont peut-être faire tchouva sur le cas de Yosef, possible. Mais ça montre une attitude de rentrer dans l'histoire, de réfléchir aux choses, de résoudre les problèmes tels qu'ils se présentent à nous. Mais Binyamin, il n'était pas dans la vente, c'est pas s'il avait été dans la vente, non. Binyamin, on voit chez lui, c'est il fait pas Chofef alav kolayom, Hachem il est présent sur lui constamment, il est toujours avec c'est ça qui guide ses pas. Ça c'est Binyamin. Et donc Binyamin, il est de cette dimension du Beit Hamikdash où on révélera, à la fin de l'histoire, on révélera qu'en vérité, Hachem, il est toujours présent et c'est toujours lui qui dirige les choses. Donc même Yaakov, et même Yaakov Avinu, quand il arrivera à un certain âge dans sa vie et qui reviendra en Eretz, qui aura sa dimension d'Israël, eh bien ça sera quelqu'un qui fonctionnera tout à fait différemment. Il changera. Mais jusque-là, il était encore pris avec cette attitude des Shvatim de, oui, un tzaddik a le droit de faire de la ramaout. Pourquoi? Parce que quand un rachat est réussi, alors tu peux rien contre lui. Mais c'est vrai l'autre aussi. Ça veut dire les deux. Le problème, c'est comment est-ce que tu diriges ta vie. Est-ce que tu diriges ta vie comme Rachel et ses enfants? Ça veut dire que tu as la conviction que on ne peut pas transiger avec le mal. On ne peut pas faire de compromis avec le mal. Ça n'existe pas. Et il faudra qu'Hachem il intervienne. N'est-ce pas?
Et les autres qui sont raisonnables, eh ben, ils regardent les événements et tout ça, et ils prennent la mesure des... Il reste des grands tzadikim. C'est des très grands tzadikim, mais c'est des tzadikim, je dirais, raisonnables, qui disent qu'il faut faire des compromis, et ça c'est une autre, et c'est ça la discussion qu'il y a donc entre Yaakov et Rachel.